Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Un amour de Sophie, le podcast qui donne la parole à celle qui réinvente la philosophie. Je suis Élodie Pinel et une force m'anime, je suis persuadée que la philo peut sauver le monde. Pas vous? Eh bien suivez-moi et vous en trouverez la preuve dans cet épisode. C'est aujourd'hui le pilote de ce podcast et je reçois pour l'occasion deux Philsta. Mais qu'est-ce qu'une Philsta, me demanderez-vous? Ce mot énigmatique est une contraction de philo et de Insta, à l'image des bookistas, et vous pourrez retrouver sous forme de hashtag ce mot sur les réseaux, enfin en tout cas je l'espère, on essaye d'y travailler. Vous l'avez compris, une philsta, c'est une personne qui est cachée derrière un compte Insta, mais qui met à l'honneur la philo. Et je reçois pour ce premier épisode d'Un amour de Sophie, deux d'entre elles, deux de ces philstas. J'ai nommé Gabrielle et Violaine, deux jeunes femmes pleines d'intelligence et de créativité. Mesdames les philstas, bonjour. 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 Alors d'abord, on va commencer par vous présenter. Je vais vous y interroger l'une après l'autre pour qu'on vous identifie bien au niveau des voix. D'abord, on a donc Gabrielle Pozzo di Borgo. Tu es l'autrice du livre La philo, c'est la vie, qui est paru Tout chez à Robert fait. en 2024. Et tu tiens le compte Insta Philosophe à vie. Ma première question, c'est comment tu as découvert la philosophie? Et puis la deuxième, comment t'es venue l'idée de créer un compte de philo sur Insta? Très bien. J'ai découvert la philosophie comme beaucoup de personnes la découvrent, c'est-à-dire en terminale. Donc, à l'époque, j'étais en filière L, donc c'était en filière littéraire, donc j'avais beaucoup d'heures de philosophie. Et c'est marrant parce que moi, j'ai toujours été très littéraire pendant tout mon lycée. Et c'est vrai qu'en France, on fait souvent cette association entre philosophie et littérature qui est pas toujours faite dans les pays anglo-saxons, par exemple. Mais on m'avait beaucoup répété pendant tout mon lycée, tu verras, la philo, ça va te plaire, tu verras, la philo, ça va te plaire. Et moi, je me disais, oui, alors, j'en sais rien, enfin, vous me dites ça, mais moi, personne n'est vraiment capable de m'expliquer ce que c'est la philosophie, c'est très mystérieux, on n'en a jamais fait avant. Enfin, moi, autant aujourd'hui, je suis animatrice d'atelier philo pour des enfants et des ados, autant à mon époque, moi, j'avais jamais vraiment entendu le mot philosophie adressé à mon âge avant la terminale. Donc, autant aussi vous dire que le premier cours de philosophie paraissait un petit peu comme un moment important, c'est-à-dire, je me disais, bon, ok, on m'a dit que ça allait me plaire, oui, non, effectivement, ça va me plaire. Il se trouve que ça s'est très bien passé, déjà parce que j'ai eu une professeure formidable, mais aussi parce que la philosophie est vraiment venue m'ouvrir un nouveau champ de connaissances et une nouvelle manière de voir le monde, c'est-à-dire que ça m'avait fait poser des questions que je ne m'étais jamais posée auparavant. Et ça veut dire que la philosophie chez moi avait vraiment fait sa mission, parce que la philosophie veut nous faire réfléchir justement sur des impensés et veut nous faire remettre en question des choses qu'on ne penserait jamais qu'on aurait remis en question. Donc, je suis venue à la philosophie comme ça, par mes cours de terminale. Euh, et la raison pour laquelle j'ai voulu créer ma page Instagram, c'est que donc j'ai fait mes études en philosophie, j'ai fait mes études en Irlande et en Écosse, j'ai fait un bachelor de philosophie, sciences politiques, économie et sociologie avec une majeure en philosophie à Trinity College à Dublin et un master de philo à Édimbourg. Et j'ai vu vraiment la philosophie me forger en tant que personne, en tant que jeune adulte, en tant qu'adulte. Je l'ai vu affiner mon esprit critique, affiner mes goûts. Et donc, je me suis vraiment sentie modelée par la philosophie quand je l'étudiais, quand je me développais en tant qu'adulte. Et quand j'ai terminé mes études, bon, ben déjà, j'étais rentrée en France à cause du Covid. Enfin, c'était une période assez compliquée où j'avais très, très, très envie d'utiliser mes études dans mon job. C'est-à-dire que j'avais trop aimé mes études, c'était trop précieux pour moi pour que je me lance dans quelque chose où en fait c'est ça, mais pas vraiment. Enfin, oui, certes, j'utilise des compétences que j'ai acquises en philosophie, mais je ne fais pas de philosophie. Je n'avais pas du tout envie de me lancer là-dedans. Et vu que c'était une période vraiment un peu en suspens, où j'avais très envie de retourner à Dublin ou à Édimbourg, mais le Covid rôdait encore, et je me disais que j'allais pas retourner à Dublin ou à Édimbourg pour retourner à Dublin et Édimbourg, enfin, il me fallait bien quelque chose à faire là-bas. Donc je me suis dit que j'allais prendre du temps et que j'allais faire une année projet. Il y a des gens qui prennent des années sabbatiques ou des années de voyage. Moi, j'ai pris une année projet où j'ai créé Philosophie. J'ai lancé ma page Instagram parce que je voulais offrir ce que moi, j'avais pas eu, c'est-à-dire une initiation à la philosophie pour les ados. Donc au début, Philosophie, c'était vraiment une page orientée ado. Ça s'est un petit peu perdu au fur et à mesure, ben, déjà parce que l'algorithme, naturellement, a tendance à recommander notre page à des gens de notre âge. Donc c'était difficile pour moi d'aller chercher mon public cible, d'autant que
À l'époque, j'avais pas bien encore compris, mais si on veut toucher les ados, il faut aller sur TikTok et non plus sur Instagram. Ce que j'ai fini par faire après coup. C'est d'ailleurs grâce à ça que que j'ai pu obtenir mon contrat d'édition, etc. Mais voilà, l'origine de Philosophie, c'est la volonté de vulgariser la philo, de la mettre entre les mains des adolescents et des adolescentes. Et ça, c'est quelque chose que je suis très contente de dire que je fais aujourd'hui parce que j'ai pu obtenir une rubrique philo avec le magazine Okapi. Je suis sur TikTok. J'ai sorti un livre qui s'adresse aussi aux adolescents et aux adolescentes. Je pense qu'on aura l'occasion un petit peu d'y revenir, mais c'était vraiment aussi c'était pour moi aussi l'occasion de montrer que la philosophie, ça nous accompagne toute notre vie et qu'en plus, ça peut répondre à beaucoup de problématiques adolescentes et que c'est vraiment au moment de l'adolescence où on forge notre esprit critique. Et donc, la philosophie est pour ça la meilleure compagne. Merci beaucoup, Gabriel. Violaine, alors je dis Whitman, mais est-ce que c'est Whitman ou Whitman? Comment est-ce que Et tu... Wittmann. C'est Whitman. Je... C'est comme quand on fait l'appel, hein, on rectifie. C'est ça. Donc toi, tu es prof de philo dans la vraie vie. Et tu officies sur les réseaux avec le compte Sorosophie, ou peut-être Sorosophie, je ne sais pas si tu fais S ou Z, tu vas me dire là aussi. Le but, c'est de mettre en avant les femmes philosophes sur Insta et puis mettre en avant la philosophie en général sur Insta. Comment est-ce que toi, tu es tombée dans la philo et à quel moment tu as eu le déclic de te dire, faut que je me mette sur les réseaux? Alors, déjà, la découverte de la philo, je pense, comme Gabriel et comme beaucoup de gens, c'était en terminale. C'était la découverte au lycée. Même si, enfin, je me disais déjà que j'allais aimer la philo, j'étais aussi en L, en bac littéraire. Et pendant mon année de première, j'ai lu tous les mémoires de Simone de Beauvoir. Je me suis vraiment passionnée pour sa vie à un moment. Et forcément, enfin, le côté sa vie de philosophe. Enfin, j'étais très curieuse de découvrir du coup cette discipline, ce que j'avais pu lire dans ses mémoires me donnait envie aussi de faire de la philo. Et effectivement, c'est quelque chose qui m'a tout de suite plu, même si après j'ai mis peut-être un peu plus de temps à me dire que vraiment j'allais faire ça de ma vie et devenir prof de philo. Mais en tout cas, enfin voilà, c'est cette découverte en terminale où j'ai aussi eu la chance d'avoir un professeur qui rendait ça euh, intéressant pendant les 8 heures qu'on avait dans la semaine. C'était voilà, le moment de mes débuts dans la philosophie. Et puis après, alors sur les réseaux, c'est arrivé au fur et à mesure de mon parcours en philosophie. En fait, je me rendais de plus en plus compte et ça me gênait de plus en plus le manque de place qui était donné aux femmes en philosophie, que ce soit les femmes philosophes ou que ce soit les questions féministes d'une manière générale. Et autant au tout début, en fait, dans la découverte de la philo, c'était pas du tout une question qui se posait et j'étais juste contente de découvrir tout ce que les philosophes qu'on nous enseignait pouvaient avoir à nous dire. Autant, plus je connaissais ce qu'ils avaient dit, plus je me posais des questions aussi sur les thèses potentiellement sexistes qu'ils pouvaient avoir. Euh, et, euh, et en découvrant aussi l'existence en fait de femmes philosophes, ça m'énervait de plus en plus que ce soit pas du tout représenté, pas enseigné. En tant que prof, c'est aussi une question que je me posais de comment faire pour essayer d'intégrer un peu plus ça dans mon enseignement. Et donc, la création de Sorosophie, c'était avant tout me forcer en fait déjà juste moi à écrire des choses ou à mettre des mots sur des choses que j'avais envie enfin que je pensais depuis un moment en fait sur voilà essayer de mettre en lumière les femmes philosophes, euh, mais aussi de faire de la philosophie ou d'éclairer d'un point de vue philosophique des questions féministes, que ce soit je sais pas les droits des femmes ou les violences sexistes et sexuelles, etc. Enfin en fait la philosophie peut nous apprendre plein de choses sur ces sujets-là. Et donc voilà, c'est un peu ce que j'essaye de faire avec cette page. Alors, on va passer maintenant à votre expérience justement d'Insta, des réseaux en général, mais sans doute d'Insta en particulier. Et à une question qui me taraude, la philo a-t-elle sa place sur les réseaux? Alors, je m'explique, parce qu'évidemment, elle en a une, mais laquelle? La philo en France, c'est quelque chose qu'on découvre, comme tu l'as rappelé, Gabriel, au lycée, et puis souvent qu'on abandonne après, très Mm, vite, pour la plupart des gens, parce que c'est compliqué, ça prend du temps, ça mm, demande de l'énergie. Mais vous, mm. vous avez décidé de la défendre là où d'habitude on poste des mèmes et des vidéos de petits chats. Donc, on va revenir un peu sur ce choix courageux que je partage totalement. Et vous répondez chacune quand vous voulez et vous avez même le droit de passer votre tour. Alors, la première question, c'est est-ce que vous trouvez que la philo, avec ce qu'elle implique d'effort, a sa place sur les réseaux et comment vous faites pour associer
Difficulté, l'exigence de la réflexion avec l'accessibilité pour le grand public. C'est une formidable question parce que c'est fou, en fait, je me rends compte que je ne me l'étais pas posée quand j'avais commencé à ouvrir ma page parce que je crois que, mais enfin, moi j'ai toujours voulu faire un doctorat après mes études. C'est d'ailleurs quelque chose que je compte remettre en place là en ce moment. Je suis en train de trouver d'essayer d'affiner un sujet de thèse, de trouver des financements pour pouvoir faire ça parce que c'était quelque chose que j'ai porté pendant toutes mes études. Mes profs m'ont découragé parce que ça implique beaucoup de difficultés, mais etc. Mais bref. Et donc, la philosophie universitaire, avec tout ce qu'elle a, comme tu l'as dit, Élodie, d'ardu, mais de vraiment être confrontée à des choses, à des concepts et à des réflexions tellement denses, tellement difficiles. Enfin, c'est la philosophie, il y a un côté, ça nous rend humble très très vite. C'est-à-dire que dès qu'on a l'impression d'être en maîtrise de quelque chose, en fait, on ne l'est pas. Enfin, parce que dès même qu'on a l'impression d'avoir trouvé un argument qui tient la route, une position vraiment défendable, etc., en fait, tout est constamment attaquable. Et vu que justement, on n'est pas non plus dans une recherche de, de faits et de choses, entre guillemets, euh, objecti- objectivement vérifiable, euh, ça fait que en fait, ce sera jamais ferme ce qu'on trouve, et qu'aussi la position philosophique nous demande de tout le temps nous remettre en question. Il y a ce côté-là qui, dans la philosophie, m'attire énormément, et à la fois, c'est vrai que c'est pas avec ça qu'on veut l'idée quand on veut donner le goût de la philosophie, quand on veut la mettre sur les réseaux sociaux, ou moi la première, hein, quand je suis sur les réseaux sociaux, en général, je suis pas trop dans le mood pour me confronter à les limites de ma propre intelligence. Enfin, c'est-à-dire que moi, quand j'étais pendant ma études et que j'ai dû étudier la critique de la raison pure de Kant, un jour, je suis descendue d'une journée de révision intense avec les larmes aux yeux, quasiment, en train de dire à mon père, en fait, je serai jamais philosophe universitaire, c'est trop dur. Et à la fois, moi, j'ai toujours tendance à dire quand j'anime des ateliers philo avec des enfants, des ados ou même des adultes qui n'ont pas fait de philosophie depuis longtemps ou dont c'est pas l'expertise, que je distingue philosophie universitaire et pratique philosophique. Et pour moi, la pratique philosophique, c'est vraiment quelque chose qui, oui, se fait au quotidien, parce que dans pratique philosophique, on ne va pas forcément aller taper les concepts, les idées philosophiques très difficiles qui sont en fait le travail, enfin, c'est le travail des philosophes de les décortiquer pour essayer de résoudre les problèmes que ça pose. Mais la philosophie, ça nous enseigne aussi à faire des distinctions, être rigoureux dans nos définitions, euh, écouter les autres, parce que ça, c'est quelque chose sur lequel j'insiste beaucoup. On ne philosophe jamais seul, on s'inscrit toujours dans une conversation, toujours dans un mouvement. On se doit toujours d'avoir compris les thèses existantes avant d'essayer d'avancer la nôtre. Euh, on veut toujours essayer de participer, d'avoir une contribution originale, mais pour avoir une contribution originale et éclairée, il faut avoir entendu et compris de manière honnête, intellectuellement honnête, que les autres essaient d'avancer. Euh, Ça nous fait aussi être prudents. Il y a beaucoup de prudence dans la philosophie, dans ce qu'on avance, dans ce qu'on pense être vrai, dans ce qu'on pense être légitime, parce que comme je l'ai expliqué tout à l'heure, la philosophie a vite fait de nous remettre à notre place dès qu'on fait un petit peu du brise philosophique, hein, entre guillemets, donc c'est-à-dire de vouloir avancer des choses trop dures, trop vite. Je veux dire trop radicales, trop vite. Je dis pas que c'est impossible. C'est juste que c'est prudent, c'est lent, c'est patient, ça prend beaucoup de temps. Et en fait, toutes ces compétences philosophiques, qui sont celles qu'on utilise, nous, enfin, philosophes universitaires ou philosophes de métier, dans notre pratique philosophique, ce sont des choses qui peuvent nous accompagner au quotidien. Et ce sont des choses qu'on peut utiliser à n'importe quel moment de notre vie, dans nos réflexions personnelles, dans nos réflexions avec nos proches, avec nos amis, etc. Et donc moi, c'est ça que j'essaie d'apporter dans la vie de tous les jours. Et en plus, c'est aussi une de mes spécialités sur les réseaux et dans mon livre, c'est que je m'appuie tout le temps sur des exemples de pop culture et des exemples de fiction, parce que pour moi, la philosophie et la fiction sont très, très liées, parce qu'elles veulent toutes les deux décrire l'expérience humaine dans ce qu'elle a d'universel. Et avec ces outils que la philosophie nous donne, on peut vraiment un peu mieux se dépatouiller au quotidien. Donc, la réponse courte, en gros, à ta question, après que j'ai fait tout ça pour y venir, c'est que c'est pas tout à fait le même côté de la philosophie que je mets en avant dans les réseaux. Il y a pratique philosophique et il y a philosophie universitaire. En général, c'est un peu comme ça que j'ai dit ça. Ouais. Mais moi, pardon, je suis tout à fait ouais, d'accord avec ça. Et justement,
pour rebondir sur cette idée de la pratique philosophique, je pense qu'une des choses moi, qui m'a tout de suite plu dans la philo, justement en terminale, c'était le fait que ça dit quelque chose de notre vie, en fait, enfin, que ça a un impact sur notre existence, qu'on apprend des choses pas seulement abstraites, justement, mais que la philo, c'est aussi, même si ça peut paraître contre-intuitif, c'est aussi extrêmement concret. Et c'est ça qu'on peut justement montrer sur les réseaux sociaux. Enfin, en tout cas, je pense que c'est une des choses qu'on peut mettre en avant, et plutôt que de faire de la philosophie comme on en ferait à l'université, mais de montrer en quoi dans notre vie quotidienne on peut utiliser tous les concepts philosophiques et en retirer une meilleure compréhension peut-être ou un questionnement au minimum sur ces événements qui ont lieu. On doit apprendre à peut-être pas forcément simplifier son propos, mais en tout cas aller à l'essentiel et tout expliciter de la manière la plus claire possible. Et en fait, je pense que si on peut faire ça en classe, on peut faire ça aussi sur les réseaux sociaux. Même si c'est vrai que, enfin, moi, je fais des posts qui sont uniquement écrits. Je pense que c'est pas la chose que les gens vont chercher sur Instagram. Enfin, je suis pas sûre que ce soit le média le plus adapté en fait pour faire ce genre de choses, même si enfin, je suis très contente d'y être, mais on n'a pas forcément, quand on va sur Instagram, et je le comprends, on n'a pas forcément envie de lire 10 slides de réflexion philosophique. Et à la fois, moi aussi, je me dis, enfin, notre rôle, c'est juste d'être là pour ouvrir la porte. C'est-à-dire qu'on veut pas Mm. forcément que les gens fassent une pratique philosophique vraiment poussée, complète, quand ils viennent lire nos portes, mais quand ils viennent lire nos posts, mais juste que moi, je vois un petit peu l'image de, ils passent la tête, quoi. C'est-à-dire, ah, ok, à quoi ça ressemble? Qu'est-ce qui se passe dans cette pièce de la philosophie? Ah, il se passe un peu ça, il se passe un peu ça. Ok, et si ça se trouve, un jour, ils seront, enfin, ces personnes-là seront dans une librairie et ils trouveront sur l'étal philo un essai qui leur plaît et peut-être s'ils nous suivent aussi et que nous on est présente sur ces étagères-là, et ben peut-être que ces personnes-là décideront de prendre l'essai d'une personne qu'ils connaissent, etc. Et donc c'est un pas vers la philosophie. Enfin, je pense que c'est ça aussi, aussi ça qui est la beauté des réseaux sociaux, c'est que ça peut offrir cette fenêtre-là à des gens qui peut-être n'auraient jamais eu l'idée d'y regarder à cette fenêtre. Moi, ton compte, Violaine, pour rebondir sur ce que tu dis, je le vois un peu comme un catalogue ou une bibliothèque, en fait, que je peux aller consulter plus tard. Et c'est pas juste un fil d'actu où le jour J, je me dis, tiens, je vais lire toutes les slides. Mais a posteriori, je regarde, je dis, ah ouais, c'est vrai, il y avait un truc sur tel autre et Mm. tel concept. Et je pense que c'est aussi l'avantage de ce format. Et ce qui me fait rebondir sur la manière dont vous vous emparez de l'outil. euh, donc, en fonction des Filsta, et il y en a certaines qui se filment, il y en a d'autres qui plutôt mettent du texte, il y en a d'autres qui mettent des images. Toi, par exemple, Violaine, c'est surtout du texte. Est-ce que tu t'es posé la question à un moment de te montrer ou pas? Et je sais que tu es prof, donc est-ce que tu en as parlé à tes élèves ou pas? J'en ai pas parlé à mes élèves. C'est quelque chose que je fais. Enfin, c'est pour moi, disons que je le distingue, même si bien sûr il y a des passerelles. Enfin, je parle de choses que potentiellement je vais faire en cours ou inversement. Mais c'est une manière aussi pour moi, en fait, je pense, de continuer à faire de la philo pour moi et pas seulement dans le cadre des cours parce que c'est super d'être prof de philo parce que on peut faire de la philo et gagner sa vie en faisant de la philo, ce qui est quand même un luxe, enfin, en un sens, hein. Mais du coup, toute ma pratique de la philosophie se retrouve dans cet enseignement et ça peut parfois être un peu frustrant avec les contraintes du programme, etc. Donc c'est surtout, enfin, je le conçois vraiment plus comme ma pratique personnelle de la philosophie et donc je préfère voilà, garder les deux distincts. Ce qui explique aussi que, enfin, voilà, je suis anonyme sur les réseaux sociaux, je monte pas ma tête, et en tout cas pour le moment, c'est quelque chose que je préfère ne pas faire pour voilà, que ce soit vraiment juste des réflexions philosophiques en un sens. Mais je trouve, enfin, l'image de la bibliothèque que tu prends, enfin, c'est intéressant parce que c'est vrai que je le conçois un peu comme ça aussi. Enfin, au début, je me disais, au moins comme ça, j'aurais à un endroit un peu toutes les idées que je peux avoir de philosophie féministe ou des livres que j'ai envie de lire ou des choses comme ça. Ce sera ici et du coup, ouais, c'est un peu cette bibliothèque aussi pour moi en fait, en un sens.
Et alors, Gabriel, tu t'es posé la question, alors t'es pas dans la même démarche parce que tu as un livre à promouvoir, donc forcément tu es un peu obligé de te montrer de temps en temps, mais tu as pensé à systématiser le fait de te montrer sous forme de vidéo ou autre, ou jamais? Quand je suis passée sur TikTok, là, il y avait plus vraiment le choix. Moi, en plus, j'ai jamais été très réseaux sociaux, c'est-à-dire que avant de les ouvrir pour Philosophie de la vie, j'y étais jamais. J'ai eu mon premier compte Instagram en deuxième ou troisième année de fac. Enfin, j'étais pas du tout dessus. Et encore aujourd'hui, donc là, Philosophie de la vie va bientôt fêter ses 3 ans, et je trouve que j'ai pas encore trouvé ma manière d'être sur le réseau qui me ressemble et qui me paraît suffisamment naturelle et facile à faire pour que ce soit régulier. Parce que j'ai pu obtenir le contrat de mon livre en postant des vidéos de très grande qualité, disons-le, enfin, dans le sens où il y avait des analyses très construites, très poussées, enfin, beaucoup de montage, beaucoup de contenu présent dans la vidéo, donc c'est-à-dire des images, des vidéos, des trucs que je faisais sur Canva, enfin, donc quelque chose de très travaillé, c'est ça que je veux dire. Euh, et ça m'a permis d'obtenir, ça m'a permis d'être opérée, ça m'a permis d'obtenir le contrat d'édition de mon livre. Donc ça a vraiment joué son rôle. Sauf que moi, mon but, enfin moi je suis écrivaine de souche, c'est-à-dire que j'ai toujours voulu être autrice. L'écriture, c'est mon premier moyen d'expression. Et j'ai toujours vu les réseaux sociaux comme un outil pour faire ma vitrine, pour faire tout ça, mais jamais vraiment comme une fin en soi. Et donc là, j'arrive à un moment où j'ai maintenant un espace éditorial dans lequel je peux faire mes analyses poussées. Et comme tu l'as dit, Elodie, quand on est autrice, quand on est artiste en général, faut jouer le jeu de la promotion, faut jouer le jeu des réseaux sociaux. Enfin, je trouve qu'en tant qu'artiste, on aurait tort en fait de se priver de ce pouvoir-là parce qu'on sait que les réseaux sociaux, soit ça marche pas et il n'y a rien qui se passe, soit ça marche et là ça peut changer ta vie. Enfin, c'est-à-dire que on sait que cet enjeu-là existe et donc moi je suis un peu aussi dessus en me disant sait jamais, à un moment, il y a un truc qui va être viral et ça va faire augmenter la connaissance et de la philosophie et évidemment de mon livre dans lequel ben, justement j'ai mis tout mon travail que je mettais sur les réseaux sociaux en priorité à un moment. Donc maintenant, ma priorité, c'est un petit peu déplacée. C'est plus sur les réseaux sociaux, c'est sur mon travail éditorial. Euh, et donc, je me suis jamais vraiment trop posé la question parce que je suis pas prof, donc justement, j'ai pas cette équation d'avoir des élèves qui te croient sur les réseaux sociaux ou pas, machin. Moi, je suis animatrice d'atelier philo, euh, mais donc j'ai pas des classes toute l'année avec aussi le rapport prof-élève qui peut exister, qui peut être un petit peu difficile à maintenir si les élèves nous connaissent sur les réseaux sociaux, etc. Donc moi, j'ai pas cette équation-là. Donc ça m'a jamais vraiment trop gênée dans ma tête. Surtout que ben, je crois aussi au fait que la philosophie doit être incarnée. C'est-à-dire que voilà, moi je porte, vous ne me voyez pas à l'écran, enfin au podcast, mais je porte une salopette avec euh, des motifs, des chats, des soleils, des trucs un peu Halloween, etc. Donc c'est aussi pour montrer que la philosophie, ça peut s'incarner dans plein de styles différents et de têtes différentes. Et en plus, voilà, évidemment, on parle de la place des femmes en philosophie. Euh, En plus, je suis une jeune femme, c'est-à-dire que j'ai 26 ans. Donc, il y a aussi un truc où ça m'est déjà arrivé d'arriver dans une classe de terminale et qu'on me présente comme philosophe et que les élèves, alors ils le disent pas, mais c'est le prof après qui m'a raconté, qui me disait, oui, c'est un peu surpris de vous voir arriver parce que quand ils pensent philosophe, ils pensent Socrate, mais parce que c'est que cette image-là qu'on en a donnée. Enfin, donc, ça me paraissait aussi important de montrer que la philosophie s'incarne dans différents styles, différents âges, différents genres, etc. Donc ça participe de ça. Après, les réseaux sociaux, c'est un jeu à jouer, quoi. C'est-à-dire qu'on est aussi un petit peu obligé d'y passer. Et alors, on va passer au dernier point, celui de votre sentiment de légitimité et de la reconnaissance que vous trouvez sur les réseaux à travers notamment votre communauté. On dit souvent que la philo s'adresse à très peu de gens, que c'est un marché de niche. Et moi, j'aimerais savoir ce que vous avez observé, parce que vous êtes bien placé pour nous dire qui s'intéresse encore à la philo aujourd'hui. Première question dans cette dernière rubrique, qu'est-ce que vous savez sur les gens qui vous suivent, qui vous lisent, qui vous écoutent, qui vous regardent? Est-ce qu'il y a une majorité de filles ou de garçons, par exemple? Est-ce que vous avez des données comme ça? Est-ce que c'est un public petit jeune, âgé? Et est-ce que parfois vous interagissez? Peut-être Violaine, je t'écoute. Enfin, je t'écoute, je suis pas la seule. J'espère qu'on n'est pas toutes ça. Il y a d'autres gens qui nous écoutent. On t'écoute au début. Que c'est un compte qui parle de féminisme et donc on est autour de 80% femmes, 20% hommes, un truc comme ça, ce qui bon, m'étonne pas trop.
Après, le public, bah oui, il y a des interactions. En fait, c'est un truc auquel je m'attendais pas forcément tant que ça en commençant. Mais voilà, par exemple, le Filsta et le fait de pouvoir rencontrer des personnes qui font plus ou moins la même chose et qui se posent le même genre de questions. Euh, mais ça, c'est extrêmement enrichissant. Euh, à l'échelle d'Instagram, j'ai vraiment une toute petite communauté, en fait. Et du coup, bah, enfin, voilà, c'est les gens qui interagissent, bah, c'est des gens qui interagissent souvent régulièrement et du coup qui sont toujours extrêmement bienveillants. Enfin, j'ai une expérience qui est très positive de ce point de vue-là sur les réseaux. Je pense que, enfin voilà, j'ai jamais, ou vraiment à de très rares exceptions près, j'ai très peu de commentaires d'hommes un petit peu, ce qui pourrait arriver sur des posts féministes. J'en ai eu, je pense, un de mes seuls posts qui avait touché plus largement en fait que ma base de followers, c'était un post sur Simone de Beauvoir où le fait qu'elle-même ait pu avoir des attitudes qui étaient bah, problématique, enfin, et ses relations notamment avec ses élèves. Et voilà, c'était un des seuls posts où il y avait eu du coup beaucoup de gens qui avaient participé à la réflexion en commentaire et où là, je voyais bien qu'il y avait quelqu'un qui commençait à dire des trucs qui pouvaient être moins intéressants d'un point de vue philosophique, disons. Mais sinon, dans l'ensemble, c'est extrêmement positif et bienveillant. Et puis, je suis très contente surtout bah, ouais, d'avoir pu avoir un truc comme le Filsta. Enfin, Filsta, je sais plus qui avait dit ça sur notre conversation, mais c'est philo, c'est Insta, mais c'est aussi un peu Sista. Enfin, il y a ce côté aussi bah, sororité, et ça, c'est très chouette. Oui, moi aussi, je vais en remettre une couche sur le Filsta parce que déjà, shout out à toutes les Filsta et à Alice Rochechouart qui a été à l'origine de tout ça. Enfin, j'ai l'impression qu'en fait, parce que toute cette galaxie de Filsta, on se connaissait déjà un petit peu toutes. Et moi aussi, ça faisait longtemps que je me disais, mais faudrait qu'on fasse un groupe, faudrait qu'on fasse un groupe, faudrait qu'on fasse un groupe. Et finalement, genre, c'est Alice qui a pris le truc en main et qui a créé cette communauté. Et quel bonheur. Enfin, c'est-à-dire que même aussi quand ça peut être des petites choses, enfin, c'est-à-dire qu'on a toujours un groupe où on peut célébrer nos réussites. On peut se dire, voilà, moi, il se passe ça pour moi en ce moment, c'est génial, recevoir du soutien, recevoir des gens enfin, qui ont envie de voir la philosophie grandir. Et donc, il y a aussi quelque chose où les succès des autres sont nos succès aussi, parce que en fait, quand on avance ensemble, enfin, quand la philosophie avance, tout le monde avance ensemble. Et c'est vraiment une solidarité fantastique, surtout en plus, voilà, dans une discipline qui, on le sait, hein, enfin mes profs aussi en fac n'ont eu de cesse de le répéter, qui est un milieu extrêmement masculin. C'est un boys club, c'est en plus un milieu où dès la terminale, on ne manque pas de citer des philosophes qui trouvaient vraiment que les femmes étaient des moins que rien, enfin, n'étaient pas du tout capables de soutenir une telle réflexion. On sait aussi qu'on a perdu énormément de penseuses, d'avancées dans la philosophie parce qu'on a muselé les femmes, parce qu'on a perdu leur production. Et c'est ben, grâce à, voilà, à votre travail à vous deux, à ton livre, Élodie, moi aussi je pense donc je suis, ou à ta mise en avant, Violaine, des philosophes femmes, qu'on commence à un peu refaire le puzzle de tous ces philosophes perdus. Donc voilà, pour ça, le Filsa, pour moi, c'est extrêmement précieux. Et d'autant que pour le coup, moi, je suis un petit peu dans la situation inverse de Violaine en termes de public, parce que vu que j'ai beaucoup travaillé sur Naruto, j'ai beaucoup travaillé Mm. sur des œuvres de pop culture, je me suis rendu compte à un moment sur TikTok, ça fait longtemps que je suis pas allée voir mes statistiques Instagram, mais j'ai un souvenir qu'à un moment sur TikTok, j'étais à 70-30, quelque chose comme ça, 70% de garçons et 30% de filles. Après, j'ai eu un soutien formidable dès que les premières vidéos sont sorties. J'ai eu des commentaires extrêmement positifs sur les vidéos. En plus, quelque chose où quand on commence, on travaille. Et en fait, ben, pour l'instant, moi, j'avais ni contrat d'édition, ni certitude, ni rien du tout. Et donc, ça faisait un bien fou de voir que les analyses philosophiques d'œuvres de fiction étaient bien reçues, que les gens, il y avait un vrai appétit pour ça. Et donc, c'est-à-dire qu'on parlait tout à l'heure de la philosophie qui était une discipline de niche qui intéressait peu de monde, etc. En fait, je pense que ça dépend vraiment de la manière dont on la présente, ça dépend des outils dont on s'empare pour l'utiliser, enfin, pour en parler. Et moi, j'ai vu que, notamment dans les œuvres normales qui ont longtemps été intellectuellement décriées, type les mangas, type la pop culture, en fait, les gens sont ravis de voir quelqu'un qui a les mots pour les aider à penser les concepts que eux avaient sentis instinctivement dans les histoires. C'est-à-dire que on débarque pas, enfin, ils débarquent pas nulle part quand on leur explique là, nous, on n'a pas réinventé le truc.
C'est-à-dire qu'on a juste fait ressurgir quelque chose qui était déjà très, très présent en eux, dans leur discussion, dans leur ressenti du personnage, mais qui peut-être n'avait pas forcément le vocabulaire ou la pensée conceptuelle pour l'expliquer. Et c'est d'ailleurs pour ça aussi que moi, je dis tout le temps à mes participants et participantes en atelier philo, euh, qui a déjà fait de la philosophie ici? En général, personne ne lève la main. Qui a déjà discuté de son personnage préféré avec un ou une de ses copines? En général, là, beaucoup plus de monde lève la main. Et du coup, je suis là, bon, ben, je suis sûre qu'en fait, tout le monde a déjà fait un petit peu de philo ici. Parce que quand on discute d'un choix d'un personnage, de pourquoi est-ce qu'il est comme ça, qu'est-ce qu'il fallait faire dans cette situation, en fait, on vient très, très vite toucher à de la philosophie morale, de l'éthique, ou enfin un peu de métaphysique si c'est un monde enfin, si dans le monde fictif il y a des entités qui n'existent pas dans le nôtre, enfin donc c'est à dire que tout ça est très très lié. J'ai eu enfin j'ai vu un petit peu que le public auquel je m'adressais était particulièrement masculin, ce qui m'a un peu fait flipper quand j'ai commencé à parler de Sakura, donc d'un personnage féminin, de philosophie un petit peu féministe. Mais bon, sur cette vidéo-là en particulier, il y a eu plus de mécontentement que sur les autres. Mais sinon, moi aussi, j'ai eu la chance d'avoir quand même une communauté globalement très bienveillante, où on est très soutenu. Euh, Aussi parce qu'on parle d'œuvres que les gens aiment. Et en fait, je crois que les gens ont très envie de voir les œuvres qu'ils aiment parler de manière sérieuse, enfin, aborder sérieusement. Oui, je vous rejoins. Moi, j'ai très très peu de haters ou de trolls, hein. C'est quand même très marginal. Alors, c'est peut-être aussi parce que j'ai pas un compte avec des milliers et des milliers de followers. Ben, oui, oui, oui. Ouais, nous non Peut-être que plus, mais le début des persécutions commence peut-être avec la grande visibilité, mais bon, on n'est pas non plus sur des choses très polémiques et on est ouais. plutôt dans un apport et on essaye d'être, je pense, un peu généreux chacune à notre façon Mhm. sur apporter quelque chose. Et c'est comme ça que je l'analyse personnellement. Et puis le mot de la fin, la dernière question, ça va être quel est votre philosophe préféré? Et là, vous avez le choix, fille, garçon, c'est open bar, donc on vous écoute. Je sais pas qui veut se lancer en premier. La vraie, je vais répondre un peu à côté parce que j'ai toujours du mal à identifier un ou une philosophe préférée parce que ben moi j'ai fait en fait ma formation philosophique est quasiment entièrement anglo-saxonne sauf mon année de philosophie en France. Dans les pays anglo-saxons, ils ont beaucoup moins le focus auteur-autrice qu'on a en France, c'est-à-dire qu'on va plus parler des idées et des concepts et des problèmes que ça pose et on va utiliser les autoristes pour répondre à enfin, comme une espèce d'outil de alors comment est-ce que cette personne-là a réussi à contribuer à cette discussion, mais on étudie très peu, sauf quand on fait des modules d'histoire de la philosophie, on étudie assez peu les autoristes dans leurs textes. Et donc, je ne suis pas spécialiste de un ou une philosophe en particulier. J'ai travaillé sur l'existentialisme de Sartre et de Beauvoir dans mon premier article universitaire qui est paru sur la série The Crown, sur l'existentialisme dans la série The Crown. Du coup, j'ai un petit peu creusé à ce niveau-là. Euh, mais sinon, en tant que philosophe en particulier, je suis jamais trop sûre parce qu'en fait, j'en connais pas un ou une particulièrement bien. Sauf, bon, Socrate, on l'adore, mais bon, c'est pas très intéressant de répondre Socrate. Ouais, je suis assez d'accord. Enfin, c'est difficile, même aussi parce que je pense qu'on n'est jamais en accord sur tous les points avec un ou une philosophe. Et donc, je sais pas si on peut dire que. Enfin, je pense, voilà, faut se dire un philosophe qu'on aime bien, ça veut pas dire qu'on est forcément d'accord avec tout ce qui est dit. Euh, mais je pense, bah, Beauvoir, elle a quand même une place à part, je pense, dans mon rapport à la philosophie. Et puis, enfin, plus récemment, et donc je dirais pas du tout que c'est ma philosophe préférée parce que je la connais très peu en fait, mais un livre qui m'a vraiment marqué récemment, c'était un livre de Michel Le-Dœuf, L'étude et le rouet, et qui, je pense, justement, à un moment où j'avais besoin de, enfin, où je me posais vraiment beaucoup de questions sur la place des femmes en philosophie, bah, elle est venue, enfin, je l'ai lu au bon moment, quoi. C'était un livre qui a particulièrement résonné avec mes réflexions à ce moment-là. Et du coup, enfin pareil, je vais répondre un peu à côté, mais s'il y a une philosophe que j'ai plus envie de lire en profondeur aujourd'hui, bah, je dirais Michel Ledoff. Mais il y en aurait plein d'autres en fait. Mais ça tombe bien parce que ça va être le mois Michel Ledeuf avec l'association Relecturel qui Ah, va trop bien. publier une fois par semaine un petit extrait de texte pour mettre en valeur cette philosophe. Ben, merci beaucoup à vous deux d'avoir répondu à mes questions, d'avoir pris le temps d'être là et de
partager votre enthousiasme et votre expertise. Et puis, bien sûr, merci à vous qu'on ne voit pas, qu'on n'entend pas, mais qui avez écouté cet épisode. Je suis ravie de vous avoir abreuvé d'amour de la sagesse, grâce à Violaine et à Gabriel aussi. N'hésitez pas à liker, partager, commenter cet épisode et à faire passer le bonheur de la philo autour de vous. Au revoir et à bientôt dans un prochain épisode d'Un amour de Sophie.